d'appuyer sur le bouton pause et tout s'arrêterait. Chers amis de l'émission Livre à Palabre, bonjour ou bonsoir, selon le moment où vous nous regardez. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons être avec Monsieur Seyd Ahmed Seyd Abdillah, qui vient de publier un livre qui s'appelle Comores, d'une république à l'autre. Donc voici, et qui est édité aux éditions Selacante dans la collection Politique. Politique, ça s'appelle Politique. Ce livre, pour ceux qui voudraient l'acquérir, coûte 20 €, c'est-à-dire l'équivalent de 10 000 francs comoriens. Monsieur Seyd Ahmed Seyd Abdillah, bonjour. Bonjour. Je suis très heureux de vous accueillir sur ce plateau, puisque vous venez de sortir cet essai, un essai politique qui est assez consistant, qui soulève pas mal de problèmes. Alors tout d'abord, pourquoi ce titre, Comores d'une république à l'autre? D'abord, je vous remercie de m'avoir invité et je remercie aussi l'équipe d'ORCC. J'ai toujours pensé à faire une synthèse de tous les régimes qui ont succédé aux Comores depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, c'est-à-dire jusqu'à Azali. Je n'ai pas pu s'écrire avant l'arrivée de M. Sambi et autres, et le président Kililo. Donc pour moi, faire une synthèse, ça me permet de voir qu'est-ce que ça a marché, qu'est-ce que ça n'a pas marché dans toutes les différentes républiques et proposer une autre république. Ce qui peut marcher pour notre pays. C'était l'objet de ce livre. Ok. Alors, comme on est rentré directement dans le vif du sujet avec le titre, pouvez-vous vous présenter aux téléspectateurs qui ne vous connaissent pas? Parce que certains vous connaissent, d'autres pas. Oui, merci. Moi, comme vous venez de dire, c'est Seyd Ahmed Seyd Abdillah. Je suis médecin de formation. Et actuellement, j'exerce comme chef d'entreprise à Paris, dans l'agroalimentaire, mais je suis revenu depuis octobre 2013 aux Comores pour m'installer afin maintenant de travailler pour le pays. Et je dirige actuellement un parti politique qui s'appelle Comores Alternative, un parti qui a une tendance à changer les données depuis 1975, d'ailleurs ça s'est basé sur ce livre-là, ce qu'on veut changer avec le passé. C'est-à-dire on ne peut pas tout faire un table rase aux Comores. Mais en ayant étudié tout ce qui s'est passé depuis 1975 jusqu'à aujourd'hui, on peut se dire voilà ce qui peut marcher et ce qui ne peut pas marcher. Et Comores Alternative essaie d'associer tous les Comoriens en essayant de dire on n'a pas pris la bonne voie, on doit changer. Donc il faut prendre une autre voie. Alors comme vous avez voulu faire une synthèse, moi je vais vous poser une question synthétique aussi. D'après vous, quel fut le plus mauvais régime et quel fut le meilleur, d'après les analyses et les observations que vous avez faites? C'est une question très intéressante et complexe. Elle est intéressante du moment où c'est l'un de l'objectif du livre, trouver qu'est-ce qui était mauvais. Mais on ne peut pas juger un régime d'un seul angle. Donc chacun a ses côtés négatifs et ses côtés positifs. Du constat, on peut dire que le pire des régimes ont débuté avec celle de Johar. Or, c'est le moment où on a eu la démocratie. Mais la démocratie, c'était l'anarchie. Et depuis cette date-là, on a une succession de dégradation de notre situation tant morale, c'est-à-dire que l'État a commencé à perdre sa valeur jusqu'à nos jours d'ailleurs. Donc la dégradation a débuté à l'époque du régime de Johar. Donc je peux dire que c'était le plus pire. Oui, et le meilleur alors? Le meilleur, c'est différent, parce qu'au niveau économique, si on veut parler meilleur par rapport à l'économie, c'est le régime d'Ahmed Abdallah a une croissance de 6. Même le régime qui prétend qu'il paye tout le monde, tous les gens, ils oublient qu'à l'époque, l'économie comorienne allait mieux. Ils vont dire que ce n'est pas la même période, certes, mais au niveau économique, c'était cette période-là. Mais au niveau des idées de développement, c'était le régime d'Ali Soadi, qui proposait des idées, je dis bien des idées, parce qu'il faut les concrétiser après. Donc, je peux balancer sur ces deux-là. Okay. Par contre, excusez-moi, j'aimerais souligner, mais le régime le plus corrompu, c'est-à-dire que quand vous me demandez quel est le plus pire, mais le régime le plus corrompu, c'est celle de Johar, mais maintenant si on regarde les statistiques, le seul de Sambi a surmonté, a dépassé la pente, quoi. Ok. Bon, en lisant votre livre, on se rend compte
que vous faites beaucoup allusion donc, au Coran, à la religion. Alors, quelle est votre position par rapport à la laïcité vous animez un parti politique, vous espérez certainement diriger le pays. Quel sera donc le régime par rapport à la laïcité? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Je suis musulman. J'ai eu une éducation religieuse dans ma famille et je remercie mes parents pour cet angle-là. Mais je respecte la liberté de la religion. La laïcité sera respectée, mais à la comorienne. C'est-à-dire, moi je trouve qu'actuellement, on n'éduque pas l'islam aux Comores. Et c'est devenu une dérive. Et je peur que demain, on va voir des sectes, comme ça commence à exister dans le pays. Donc, je prônerai, quand j'aurai le pouvoir, un jour, que l'éducation islamique soit introduite dans tous les établissements scolaires comoriens. Et d'ailleurs, j'ai écrit que les écoles coraniques seront fermées. Il faudra que tout ce qu'on enseigne à un enfant comorien soit reconnu par l'État. C'est-à-dire que l'État doit organiser la société à la façon dont il veut la voir. Aujourd'hui, par exemple, il y a des chiites à côté, il y a ceci à droite, chacun ouvre son madrasa, on ne sait même pas ce qu'il enseigne. Donc l'État doit être le maître dans l'éducation comorienne, pas les deux ordres comme ça existe actuellement. Ok, une autre question porte sur, disons, deux tabous pour les Comoriens moyens que vous avez osé aborder avec beaucoup de courage. Et ces deux tabous sont d'abord une critique objective du régime d'Ali Soali, et ensuite vous avez également parlé dans votre livre du problème de la monnaie, de notre appartenance à la zone franc. Et vous jugez ça très négatif. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour dire que le prochain ouvrage que vous allez publier porte sur, effectivement, pour l'indépendance financière et monétaire des Comores, donc qui sera édité à l'Harmattan et préfacé par M. Mamadou Koulibaly, ancien président de l'Assemblée de Côte d'Ivoire et en même temps économiste. Donc, pouvez-vous approfondir un peu ces deux questions, le régime d'Ali Soali et la zone franc? Oui, d'abord le régime d'Ali Soali. J'ai toujours rencontré des gens, enfin, je n'ai rien contre Ali Soali, mais qui essaient de dire que c'était le meilleur du système. C'était vraiment, je ne sais pas, moi j'étais au Comores pendant le régime d'Ali Soali. Et je n'ai pas trouvé la même appréciation que ceux qui l'embellissent, ceux qui disent qu'il avait des idées, certes, je l'accepte. Mais je trouve que l'idée n'était pas bien organisée. D'abord, le coup d'État du 3 août. Vous savez, la déstabilisation qui a commencé après, ça a commencé à 3 août. Le 6 juillet, on a l'indépendance. Le 3 août, on fait un coup d'État. Moi, je ne l'ai pas fait. Parce que pour moi, j'allais saboter l'indépendance des Comores. Quoi qu'il en soit, parce qu'on savait déjà le problématique de Mayotte. Aucun politicien comorien ne peut dire qu'il ignorait que la France veut à tout prix conserver Mayotte. Donc la déstabilisation qui a continué après, ça a débuté le 3 août. Et les gens ne veulent pas qu'on en parle. Mais c'est une question qu'il faut dire. Parce que nos enfants ont droit à la vérité. Ils doivent savoir ce qui marche. Deuxième chose, Ali Soali, il avait de bonnes idées, mais il n'a pas préparé une équipe. Il ne faut pas l'oublier, que tout ce qui l'a entouré, ils n'étaient pas tous des soalistes. Donc je trouve que là, on a perdu cet élan-là. On aurait dû profiter de cette occasion, de cette idée. C'est un homme vraiment très remarquable, qui avait de très bonnes idées, qui peuvent être améliorées. Bon, je ne partage pas à 100% tout ce qu'il disait, mais s'il avait préparé une équipe, ça aurait été mieux pour les Comores. Ça, c'est le côté d'Ali Soali. Donc, il ne faut pas qu'il y ait un tabou. Il faut que les gens s'assoient et disent ça, ce qui marchait. Parce que souvent, on nous dit, mais vous voyez les Moudria, par exemple. J'ai dit, mais Ali Soali n'avait pas prévu les Moudria pour des collèges. Hein. Ça, les gens nous oublient. C'est Abdallah qui les a transformés en collèges. Mais c'était destiné à des bureaux, à des cellules villageoises, à une administration locale, dont la décentralisation qu'il avait préconisée. Je ne remets pas en cause la politique de décentralisation qu'il a voulu préconiser, mais je ne le partage pas.
Sur la question monétaire, chaque Comorien doit savoir qu'on utilise un franc français. La monnaie qu'on utilise aujourd'hui aux Comores, ce n'est pas une monnaie comorienne. Ça, on doit le savoir. Et tout un pays doit avoir sa propre monnaie. La souveraineté, d'abord, c'est une question de souveraineté. La souveraineté de notre pays, on ne l'a pas, parce qu'on n'a pas notre monnaie. Aujourd'hui, la monnaie, c'est il y a les trois fonctions de la monnaie. C'est d'abord un moyen d'échange. Mais quand il y a un échange, il y a une rentabilité. C'est-à-dire que quand tu échanges 1 euro sur le franc comorien, il y a quand même un bénéfice, disons 1 centime, mais les 1 centime doit appartenir à l'État. Nous, on n'a pas de monnaie. Pour développer une économie comme les Comores, on a besoin des investissements. Je vais vous donner un exemple simple pour vous faire remarquer. On a eu l'indépendance depuis 1975. Ça fait 38 ans. Pourquoi on n'a même pas une banque comorienne? Seulement une banque. Comment vous voulez développer un pays sans qu'il y ait une banque pour aider le créateur d'entreprise? Les gens vont vous dire non, on n'a pas beaucoup de choses à produire, mais pour produire, il faut aider la personne qui produit et il faut aussi qu'il y ait quelqu'un qui achète. Est-ce que dans cette analyse, vous tenez compte des mecs qui sont presque des banques maintenant qui Non, les mecs, c'est une société de crédit, c'est pas la même chose. C'est une société de microcrédit et qui prête. D'ailleurs, nos parents, ils en crèvent maintenant parce qu'ils ont mis tout leur or à la gage et ils l'ont tous perdu. Parce que, d'ailleurs, le système hypothécaire, si demain Comores Alternative arrive au pouvoir, on interdira le système de prêt hypothécaire. Parce que ça détruit l'économie au lieu de l'aider. Donc, les mecs, ce n'est pas des banques. Je suis désolé, mais ce n'est pas des banques. C'est des systèmes de crédit. Et nous, on veut de banques. C'est-à-dire qu'une banque qui peut prêter à un taux acceptable pour nos petites entreprises et les grandes entreprises. Pourquoi pas? Un pays, ça se développe comme ça. Nous, on ne peut pas être un monde à part. Prenez l'exemple. Moi, je dis toujours aux Comoriens, on a toujours une tendance à croire que les Comoriens, c'est des extraterrestres. Regardons ailleurs. L'île Maurice, ça fonctionne bien. Ils ont leur propre monnaie. Les Seychelles, c'est un petit pays à la taille de Moélie. Ils ont leur propre monnaie. Les Maldives, mais les gens vont vous dire, non, 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 regardez Madagascar, ils ont pris une indépendance. Mais dis-moi une chose, est-ce qu'il y a quelque chose que Madagascar, il n'en a pas, que les Comores en ont plus? Donc, nous, on prend la sortie de la zone franc pour pouvoir aider les Comores à se développer. Une dernière chose que je voudrais me remarquer, vous savez qu'aujourd'hui, on a un problème de route, on a un problème d'eau, on a un problème d'électricité qu'on vit tous les matins. Mais il y a un investissement de l'État. Quand on mène un État, il y a deux politiques. Il y a une politique budgétaire et une politique monétaire. Et les deux doivent se coordonner. Pour se coordonner, pour aider l'État à avancer. La politique budgétaire, ça consiste à faire des impôts. C'est-à-dire, le budget, c'est les recettes et les dépenses. Mais nous, on n'a pas le droit à la politique monétaire parce qu'on n'a pas de monnaie. Ça, c'est le cas qu'on vit. On vit sur une base d'une politique budgétaire. Au niveau de cette politique budgétaire, 76% des recettes de l'État comorien est servi pour payer les fonctionnaires. Quand vous avez une entreprise qui prend toutes les charges pour payer des salaires, il faut le fermer. Donc, là-dessus, c'est déjà un cas à préciser. Si on avait une politique monétaire, on aurait pu aller de loin. On n'aura pas de retard. Dernière chose que je me souviens, l'ancien président Sambi, quand le roi de Qatar est arrivé, il a amené des devises. Mais ces devises-là, les devises sont faites pour acheter à l'extérieur, pas pour payer des fonctionnaires. On paye toujours le fonctionnaire sur une base de monnaie locale. Mais comme on n'a pas de monnaie, ces devises-là, au lieu qu'on ait acheté des avions ou des bateaux pour investir, pour que ça fait entrer de l'argent au niveau de l'économie nationale, on a payé des fonctionnaires. Donc c'est une des critères que... mais là, vous parlez avec justesse de la nécessité d'avoir une monnaie autonome, mais vous oubliez les rapports de force qu'il y a, puisque beaucoup de pays africains, notamment des premiers présidents africains qui ont voulu prendre leur indépendance, ont eu un sort qui n'est pas tout à fait agréable, hein, pour ne pas dire qu'ils ont été liquidés ou assassinés. Alors, pensez-vous que les Comores peuvent, effectivement, avec une volonté politique, se sortir de ce gros piège qu'est le franc CFA? Vous savez, il y a deux choses. Je pense que tous les Comoriens, ils disent la France est notre ami. Moi, j'ai dit, cet ami-là, on a besoin de lui dire la vérité.
il est en train de nous piétiner. Il faut lui dire qu'il nous piétine. Il est notre ami. Si vraiment on est amis, il soulèvera son pied. Le plus grand problème, c'est quoi? Comment on peut, nous Comoriens, honnêtement, avoir un ami qui a pris une partie de notre territoire et on dit, on lui fait confiance, on lui donne notre argent de les garder. Soyez sincères. Soit on nous ment à nous-mêmes, soit on a peur de dire la vérité à notre ami. Ça, c'est une des choses. Une deuxième chose, c'est quoi? Je sais qu'il y a eu des présidents qui ont été ligotés. Bon, il y a Olympio, il y a... Bon, au Mali, le Mali a sorti sur la zone franc. On sait, Madagascar, leur sort, c'est parce qu'ils ont osé aller de loin. Mais la Guinée, qui a dit non à De Gaulle hier, qui a beaucoup souffert, mais aujourd'hui commence à respirer. Vous savez, l'indépendance n'est pas facile. Mais au moins, que les Comoriens sachent que là, on n'est pas indépendant. Notre indépendance, il est encore fictif. J'ai parlé que la dégradation de notre pays, au niveau de l'indépendance même politique, ça a commencé de Djouar. Pourquoi? C'est à partir de Djouar que l'ambassade de France a pris des places aux Comores. Hein. Avant, non. Avant, il ne se mêlait pas des affaires intérieures comoriennes. Maintenant, vous savez bien que ça a pris le poids. Et ça, tout ça, c'est à cause de nous. On ne lui dit pas. Si vous ne rappelez pas à votre ami que non, votre place n'est pas là, vous êtes mal assis là, il va avancer plus loin. Donc je pense qu'au niveau monétaire aussi, on a droit de dire. Et en Afrique, on commence à le dire. Okay. Alors, pour illustrer un peu votre thèse, je vais me permettre de lire quelques lignes sur ça. C'est à la page 158 pour ceux qui voudront prendre le livre. Les pays d'Afrique arrimés à l'euro ne font que vendre leurs terres et leur avenir et à contracter des dettes pour plusieurs siècles et des dettes qu'ils n'arriveront jamais à payer. L'appréciation de la valeur de leur monnaie dépend de l'Europe, plus particulièrement du gouverneur de la Banque centrale européenne, Jean-Claude Trichet, à l'époque, ancien gouverneur de la Banque centrale française. Or, dans d'autres pays, l'appréciation ou la dépréciation monétaire dépend de la production et de l'inflation d'un pays donné. Un autre pays, si avancé soit-il, n'a pas le droit de détenir la politique monétaire et économique d'un autre. L'Afrique doit regarder la mondialisation comme une porte ouverte pour se libérer du joug colonialiste de la France. Cette dernière n'est plus le pays modèle de développement économique et technologique. Alors on va maintenant, puisque le temps imparti est très court, revenir sur le problème Ali Soali, qui était donc un tabou. Et peut-être je vais juste lire un passage ici, page 70 encore, où il est dit Ali Soali n'avait ni écrit ses pensées, ni préparé ses fidèles, qui furent changeants au fil du temps. Mais ces discours largement diffusés dans l'archipel furent compilés dans des manuscrits et traduits en français. En l'absence de leaders politiques avec des projets réels pour le pays, Ali Soali continue à susciter espoir. Où est l'homme brisé? Ça, c'est le titre d'un livre de Youssouf Saïd Soali. Les hommes politiques qui l'ont entouré ont tous, d'une façon ou d'une autre, oublié leur rêve révolutionnaire. Ils le louent selon la circonstance de l'interlocuteur et de l'intérêt sociopolitique. Mais au fond, ils n'ont rien fait de concret pour la survie de l'idée du Mongoose. Ils ont tous collaboré avec les ennemis et ceux qui l'ont fait exécuter. Voilà, c'est page 70. Oui. Alors, Monsieur Seyd Abdillahi, je suis désolé parce que le temps est trop court, il y a beaucoup de choses à dire, mais je suis très très heureux d'avoir suscité en tout cas un débat, que les téléspectateurs qui veulent continuer plus loin se procurent ce livre, en attendant l'autre sur la monnaie. Je vous invite maintenant en l'absence du livre d'or, à écrire quelques mots ici en souvenir de votre passage à cette émission. D'accord, merci beaucoup.